que dès la fin de l'émission, moi, je m'en vais chez nous, j'installe mes fanions. Mais oui, t'es en pleine période de déménagement, toi. C'est pas mal fini, là. Bon. Pas mal fini. Un peu à bout. Beaucoup de livres. Écoute, à refaire ce déménagement-là, c'est tout ce que j'aurais fait. J'aurais classé mes livres dans les boîtes. Comme ça, en arrivant au point B, j'aurais juste ouvert les boîtes, puis j'aurais pris les livres par bloc, puis je les aurais mis. J'ai pas eu la sagesse de faire ça. Ah, d'accord. Bien, c'est vrai que, en fait, on peut poser la question aussi à nos auditeurs. Est-ce que vous avez des histoires de déménagement? Parce que c'est quand même la tradition. Il me semble que les souvenirs que j'en ai, moi, tu sais, la fameuse pizza après le déménagement, tout le monde a vraiment donné, là, c'est le cœur à l'ouvrage, puis on déménage, puis cette tradition québécoise du 1er juillet. Je sais, il y en a qui vont fêter la fête du Canada, mais d'autres vont fêter la fête du déménagement aussi. Je trouve que ça fait partie aussi de cette curiosité, de cette société distincte du Québec aussi, de cette fameuse date du déménagement du 1er juillet. T'es une romantique, toi, dans le fond. Ben oui, tu savais pas symbole. Ça? Non, dit-elle avec son veston rose. On va se poser une autre question, également un peu plus grave, celle-là. Mais oui, on va parler de déménagement vers la fin de l'émission, avec le clan Panton, d'ailleurs. Mais en attendant, qu'est-ce que vous pensez de l'aide médicale à mourir à l'endroit où on en est rendu au Québec? Est-ce que vous trouvez qu'on est allé trop loin? Est-ce que vous trouvez qu'on a atteint, disons, le point à partir duquel on a un consensus au Québec puis on ne devrait pas étendre? On pose la question parce qu'en France, ça ne s'invente pas. Aujourd'hui, il passe un vote. Karima, on va d'ailleurs parler avec Charlotte Dornelas, une collègue à toi là-bas en France, parce que c'est en ce moment même, là, il est 15 heures en France. Je pense que le début du processus pour la journée est enclenché. Nous, il y a 10 ans, au Québec, collectivement, on a décidé d'aller de l'avant avec ça. Puis, je me rappelle, à l'époque, on s'était dit, c'est ce standard-là, puis on n'ira pas plus loin. Puis, il y a eu le débat autour des demandes anticipées. Puis, il y a eu le débat avant toute chose, autour des maladies mentales également. Le Québec, aujourd'hui, est l'endroit dans le monde incroyable. Où il y a le plus de décès qui sont expliqués par l'aide médicale à mourir. On parle de 8 % des décès au total. Les Pays-Bas nous suivent en deuxième position. Mais en France, donc, on a pris plus de temps pour se poser ces questions-là. Oui, tout à fait. Donc, tu l'as mentionné, il y a un vote important aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais c'est pas la première fois qu'il y a des tentatives pour faire passer ce dossier-là de l'aide médicale à mourir, ce qu'on appelle ici l'aide médicale à mourir. Et il y avait beaucoup de résistance. Il y en a encore beaucoup. Certains diront, OK, oui, il y a l'aspect religieux pour certains, mais pas que. Puis moi, j'ai trouvé intéressant ces questions-là qu'ils se posent en France, peut-être un peu plus même qu'ici. J'ai l'impression que c'est tout l'aspect, par exemple, pour les soins palliatifs, sur le fait aussi de la valeur de la vie. Parce qu'il y a un message aussi qu'on envoie. C'est qu'à un moment donné, peut-être que tu te sens comme un fardeau pour ta famille, pour la société. Tu te dis, ben, il y a aussi l'accès à des soins. Tu sais, si tu te retrouves justement en CHSLD, dans un endroit où tu n'es pas heureux, où tu as l'impression que là, ta vie n'a plus de sens, que tu n'as pas les soins que tu souhaites, peut-être que tu vas vouloir recourir plus rapidement à l'aide médicale à mourir. Puis en ce moment, comme je te dis, je ne fais pas un jugement sur les gens qui décident de recourir à ça. Là. Chacun est libre et c'est quelque chose de tellement intime, de philosophique. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Il y a la question de la souffrance aussi. Donc, bref, moi, j'ai pas de jugement là-dessus, mais j'ai une réflexion sur le fait qu'est-ce qui te pousse aussi, comme société. Tu disais, le Québec est le champion de l'aide médicale à mourir. Si, par exemple, tu avais accès, je ne sais pas, quelqu'un a la possibilité d'avoir l'accès à un centre de soins palliatifs, puis qu'il n'y a pas de place, puis que c'est compliqué, est-ce qu'il prendrait la même décision? Si tu étais entouré, que, je sais pas, tu as une famille qui peut t'accueillir, puis tu as des soins 24/7, parce qu'il y a la question de la gestion de la souffrance, absolument. Est-ce que tu prendrais cette décision? T'sais, ça, c'est comme société, je pense qu'il faut se poser cette question-là. Et il y a un sujet tabou aussi. C'est parce que ça coûte moins cher à l'État. Je suis désolée, mais d'investir dans des maisons de soins de fin de vie, ça coûte énormément, énormément cher. Et si tu décides de recourir à l'aide médicale à mourir, ben quelque part, excuse-moi de le dire sec de même, mais tu fais économiser à la société. Je sais. Donc, c'est extrêmement troublant. Puis, tu ne dis pas qu'il y a un rapport de causalité, mais il y a une corrélation. C'est ce que tu dis, en fait.
Bien, tu sais, il y a tout ça, oui, exactement. Et ce sont des vraies questions. Et d'où le fait que ce vote-là en France, il y a eu cette réflexion. Ça s'en va vers, tu sais, je pense que ça va finir par passer, là, d'après moi. Mais d'avoir eu cette précaution-là, de dire que, sais-tu quoi? Tu sais, là, on est dans l'extension, hein? Jusqu'à quel point, en fait? Puis ça, c'est une vraie question que tu poses. Jusqu'à quel point on va extensionner aussi cette aide médicale à mourir? Est-ce qu'après, tu sais, tu parles de la santé mentale? Si tu as un problème de santé mentale, bon, est-ce qu'on va élargir au maximum sur la question des enfants, sur la question de... Si simplement par choix, tu te dis, bien, c'est quoi, la société, on devrait pousser, puis c'est ma liberté totale. Tu sais, d'un point de vue philosophique, je suis en pleine santé, mais j'ai envie d'avoir accès à l'aide médicale à mourir parce que je n'aime pas cette vie. Tu vois, ça peut... On n'est pas là, mais la réflexion de la liberté, c'est jusqu'où tu pousses. Oui, puis tu sais, on est... je pense que souvent, quand on parle d'aide médicale à mourir, depuis quelques années, mais on ne le faisait pas au début, on fait effectivement le lien avec le manque de soins alternatifs, les soins palliatifs. On se rend compte finalement qu'il y a des gens, puis il y a des cas vraiment particuliers. On va en aborder un aujourd'hui dans quelques minutes d'ailleurs. Il y a des cas où véritablement, les gens choisiraient autre chose et non pas cette autre chose-là, donc choisissent de quitter. Mais je pense que la réflexion est un peu plus large que ça. C'est-à-dire, si on avait un entourage, et si on avait un amoureux, et si on avait si on avait encore de la famille, à un moment donné, je parlais avec un professeur expatrié, c'est un professeur de sciences politiques en Europe de l'Est, puis qui me disait, quand je viens visiter mes proches ici, je consulte, je vois mes amis, tout ça, puis on me raconte que des fois, le dimanche, des parents disent à leurs enfants, on va aller voir grand-maman aujourd'hui, on va aller voir grand-papa. Et là, ça chigne, là. Ah non, on veut pas y aller. Il dit ça, tu vois, c'est un détail, mais c'est pas tellement un détail, finalement. Ça dit quelque chose sur notre rapport aux aînés. C'est une corvée que d'aller les visiter, que d'aller visiter les plus vulnérables. Ah, c'est un truc dont on aimerait tellement pouvoir se débarrasser, biffer dans notre horaire, dire « Ah, ben on l'a pu à le faire, ça. » Et ça, peut-être qu'il faut aussi chercher là, il faut aussi regarder là, même si c'est pas beau, même si ça nous fait mal collectivement, de penser qu'il y a peut-être aussi une part de l'explication dans le haut taux d'aide médicale à mourir qui réside là. Oui, tu as raison, mais c'est tout notre rapport, en fait, à la fin de vie, à la souffrance, au fait que c'est un miroir. Tu te dis, OK, dans quelques années, ce sera moi. On veut fuir ce regard-là. Il y a quelque chose qui nous fait peur. C'est notre rapport à la vie aussi. Cela dit, moi, je vais être bien franche avec toi, là. Je pense qu'on est dans un échec de société total. Puis moi, je suis super inquiète pour la suite parce que j'ai l'impression que, justement, on a de moins en moins d'argent. Puis de plus en plus, on est obligé de se sentir comme un fardeau. Il faut être des humains ultra performants. Il faut être des humains parfaits. Sinon, c'est comme si on ne méritait pas d'exister. Puis cette pression-là, je ne dis pas qu'on a une pression à demander ça, mais collectivement, c'est ça. C'est comme si, à un moment donné, on est des êtres humains qui valent plus la peine de vivre, tu sais. Puis ça m'inquiète beaucoup. Puis oui, c'est un échec de société parce que si t'es pas capable de prendre soin des gens qui sont soit en fin de vie ou soit qui sont dans des situations de vulnérabilité, bien, ça a servi à quoi, le progrès? Ben oui. Tout à fait. Puis, il faut être très délicat quand on parle de ça parce que je regarde les commentaires qui rentrent. Il y a beaucoup de gens qui ont accompagné des gens avec l'aide médicale à mourir. Moi, j'essaie de plus en plus, même si je continue de penser que c'est pas forcément le signe d'un progrès. Je pèse mes mots, ce n'est pas forcément le signe d'un progrès. Je commence quand même à réaliser qu'il faut faire preuve d'humilité. Moi, personnellement, j'ai jamais accompagné personne dans la mort. J'appelle pas ça cette chance-là. Je suis jeune, j'ai 32 ans. Donc, j'ai jamais... Est-ce que je peux, de façon, je dirais, convaincue aujourd'hui, vous dire, moi, toute ma vie, je vais défendre, je vais être contre l'aide médicale à mourir. Je pense que... Non, je peux pas faire ça. Il faut peut-être que je vive cette expérience-là un jour, mais... En même temps, ce n'est pas un argument d'autorité non plus que d'avoir vécu cette expérience-là. Il faut qu'on puisse continuer de se poser des questions philosophiques au Québec. Tu sais, en France, il y a des auteurs à succès qui écrivent des romans là-dessus. Le débat n'a pas duré si longtemps pour rien. C'est parce qu'ils ont mis tous les termes du débat sur la table. Ils ont même parlé d'enjeux civilisationnels. Ils se sont dit que ça dépasse les politiques publiques. Puis le fait que des gens veuillent souffrir ou pas, c'est des questions existentielles qu'on se pose. Si on a un rapport à la vie qui change, ben c'est un rapport à l'être humain qui change. C'est un rapport civilisationnel qu'il faut redéfinir. Et ils avaient le vertige, les Français, de se dire on s'embarque là-dedans. C'est quand même des implications majeures, là.
Oui, oui, tout à fait. Puis tu as raison de mentionner sur l'humilité, puis l'empathie, puis là-dessus, je suis d'accord à 100%. Comme je te dis, moi, je n'ai pas de jugement sur le fait que tu as envie, c'est un grand mot, là, mais je veux dire que tu décides, que quelqu'un décide d'aller là pour des raisons de la souffrance, pour des raisons, peu importe, là, ça appartient à chacun. Je respecte ça 100 000 fois. Là. Ben oui. Tu vois, je veux dire, il n'y a pas de... En Non, fait, il n'y a pas de débat là-dessus pour moi. Mon débat, en fait, c'est sur l'enjeu de peut-être que tu aurais choisi autre chose si tu avais eu d'autres options. Ça, c'est pas la même chose. Et ce qui m'inquiète, c'est la pression d'être une espèce d'être humain. Tu sais, la perception que si tu n'es pas un être humain qui est complètement au sommet de tes capacités, tu ne mérites pas de vie, tu ne mérites pas d'avoir des soins. Tu sais, comme je te dis, il y a des gens qui le font aussi, qui peuvent le faire par défaut. Et ce qui m'a allumé encore plus sur cette question-là, c'est d'ailleurs le témoignage, et on va en parler dans un instant, c'est celui de Joey Saint-Jean. Et moi, ça m'a bouleversée. Ça vient me chercher parce que je me dis, comme société, tu sais, je te le disais, là, c'est un échec, puis ça me fait craindre le pire. Joey Saint-Jean, 24 ans, il y avait un article dans la presse, ça fait énormément réagir. Il est atteint d'amyotrophie spinale, donc une perte progressive du contrôle de ses muscles, de tout son corps. Il est en fauteuil roulant. Il a encore une espérance de vie de plusieurs années, mais il souffre. Et il a demandé, Rémi, l'aide médicale à mourir à 24 ans. Pourquoi? Bien, parce qu'il ne trouve pas de logement adapté, supervisé. Il n'est pas capable d'avoir cette ressource-là. Lui, il était heureux. Il vivait avec ses grands-parents jusqu'à l'âge de 20 ans. Un jour, il a dû quitter et il s'est retrouvé dans une ressource intermédiaire. Il se retrouve après en CHSLD. Les soins ne conviennent pas. Il mentionne dans l'article, par exemple, il doit se nourrir. Avant, il faisait à la seringue. Là, dans certains cas, il est obligé de se faire gaver. Donc, il souffre et il le dit. Là, il dit, comme on dit, on ne veut pas mourir, on veut juste arrêter de souffrir. Il dit, je me sens comme un numéro, je me sens pas aimé, je me sens pas vivant. Tu trouves ça normal que dans une société dite riche, on n'est pas capable d'aider ces personnes-là? Mais ça n'a aucun bon sens. Puis que la personne demande l'aide médicale à mourir à 24 ans parce qu'elle n'arrive pas à avoir des soins adaptés. Moi, j'ai honte. Je comprends. Je suis à même endroit que toi, Karima. Puis c'est des gens qui ne demandent pas la lune. Là. On demande un logement. On demande un endroit où on va être accompagné avec amour. Dans le témoignage de Joey Saint-Jean, qui est au bout du fil, on lui parle dans 5 secondes, là. Joey Saint-Jean, il dit, moi, dans un CHSLD, je suis même pas capable d'avoir la garantie que je vais parler à quelqu'un dans la journée. Parce que c'est pas le même personnel, c'est pas les mêmes horaires. On est des numéros. On est des numéros. Moi, je demande un endroit où je peux être dans ma condition. Je suis capable, j'ai tout accepté, là. C'était quoi la vie pour moi? C'est héréditaire, ce truc-là, c'est génétique. J'ai pas tiré le bon numéro à la loterie de la vie. Mais est-ce que je peux avoir le minimum, s'il vous plaît? Joey Saint-Jean est avec nous au téléphone. Bonjour, Joey. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, merci, Joey. Écoute, tu es atteint d'amyotrophie spinale. C'est une maladie qui est génétique et héréditaire. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ça consiste? Moi, j'avais jamais entendu ce mot-là avant hier. Oui, donc en fait, c'est une maladie de naissance, c'est une maladie évolutive. Ça fait que les muscles deviennent progressivement amyotrophie, donc ils deviennent plus minces, ils deviennent que je faiblis avec le temps. Et dans le fond, c'est une maladie de naissance. En fait, ça consiste à les neurones moteurs dans la moelle épinière et ne sont pas fonctionnels à 100%. Et Joey, tu as lancé un appel à l'aide, vraiment, tu as lancé un appel à l'aide parce que, on l'a vu dans l'article, là, tu demandes l'aide médicale à mourir. C'en est où avec ça? C'est dur pour nous de poser, en tout cas pour moi, ces questions-là parce que je suis très touchée par ton histoire puis je veux juste savoir comment ça va en ce moment, en fait. Ça va. C'est juste que, comme on l'a mentionné, les personnes handicapées, je tiens à souligner que pour la majorité d'entre nous, on ne veut pas être
en institution. On veut rester chez nous avec une subvention du CLSC suffisante pour les personnes qui souhaitent rester dans leur confort de chez soi, avec une qualité de vie, évidemment. Donc, c'est vraiment important à mentionner. Et est-ce que tu as reçu, donc, parce qu'avec cet appel-là, quelque part, c'est un appel à l'aide, est-ce que tu as reçu des réponses de la part des politiciens? C'en est où avec cette demande-là? J'ai vu quelques retours de politiciens de toutes sortes de personnes, effectivement, mais comme j'ai dit, on veut vraiment avoir une qualité de vie, être comme tout le monde en appartement, parce que oui, c'est vrai qu'il y a un problème d'appartement adapté, mais il y a aussi un problème social de subvention de chèques emploi-service dans les différents CLSC qui, selon mon sens, c'est très, très dangereux pour les personnes, parce qu'au lieu de nous rajouter des programmes ou des services, on nous en enlève directement. Hier, cet article-là, on l'a dit, a fait beaucoup jaser. C'est un dossier en 2 articles dans la presse. La classe politique a réagi rapidement, promet un projet de loi à l'automne parce que la session est terminée. Joël Arsenault, député du Parti québécois pour les Îles-de-la-Madeleine, a même dit « J'espère que Joey Saint-Jean est capable d'attendre jusqu'à l'automne parce qu'on s'en vient avec quelque chose qui va répondre exactement à ses besoins. Il va pouvoir être dans un logement accompagné 24 heures sur 24. » Est-ce que tu vas attendre, Joey? En fait, hier, j'ai été évaluée et j'ai eu la réponse que je n'étais pas éligible à l'aide médicale à mourir, étant donné qu'il y avait certains enjeux. On ne peut pas demander une aide médicale à mourir pour avoir pour raison de logement. Donc, j'ai été refusée concernant ça. Mais c'est ça. Moi, j'encourage le projet pilote de Jonathan Marchand, Pouvoir passif. Joël Arsenault, effectivement, dans ce dossier-là, parce que si, dans la mesure où ça soit adopté, ça serait vraiment une révolution, parce que ça veut dire que les personnes handicapées pourront autodiriger les personnes qui vont embaucher et pas être sous des politiques de différents CLSC et FIUS. Donc là, vous dites que votre demande d'aide médicale à mourir a été refusée, mais je sais que vous étiez très inquiet parce que vous n'êtes pas heureux en ce moment. À quoi ressemble finalement votre quotidien? Qu'est-ce qui fait que vous dites à quel point là, vous êtes malheureux au point où vous avez songé à demander l'aide médicale à mourir? Il y a beaucoup de solitude. Il y a beaucoup de se sentir comme un fardeau, comme un numéro. Il y a aussi une part de discrimination dans plein de sphères de la vie, que ce soit l'étude, travail ou tout simplement certaines activités courantes. Donc, je trouve ça difficile parce que n'importe qui a toute sa tête, il voudrait se sentir comme n'importe quel être humain, avoir les mêmes avantages et les mêmes choses. Donc, c'est plus ça qui est pesant sur la morale, selon moi. Là. Écoute, Joey, ça nous ébranle tous les deux, ton témoignage. J'aimerais ça te faire une petite demande. Je ne sais pas si tu habites dans le coin de Montréal. J'aimerais peut-être ça aller prendre un café avec toi cet été. Oui, bien sûr, oui. Parfait, OK, on va arranger ça. Merci d'avoir appelé. Bye-bye. Merci beaucoup, Joey. On va poursuivre la discussion, Karima, avec Charlotte Dornelas, parce qu'en France, on l'a dit, le débat, sans dire qu'il commence, c'est pas vrai, il est tenu depuis des années, mais là, on va peut-être passer un vote aujourd'hui. On est 10 ans en avant, les Québécois, ça veut pas dire 10 ans forcément en avant d'une société qui est en arrière, mais on tient déjà des... Nous, les débats qu'on tient, c'est pour prolonger, pour étendre l'accès, alors qu'en France, on se demande oui ou non aujourd'hui si ça passe. Elle est au bout du fil. Charlotte Dornelas, journaliste et chroniqueuse française. Bonjour, bienvenue à l'émission. Bonjour, merci beaucoup. Est-ce que, là, 6 heures, il est 15 heures, moitié de l'après-midi en France, est-ce que le vote a passé ou on en est aujourd'hui dans le processus, seulement le processus? Non, il va y avoir un vote, en effet, aujourd'hui. Je peux pas vous donner l'heure exacte parce que ça dépend un peu des débats.
Mais c'est aujourd'hui, en effet, que l'Assemblée nationale va voter pour la 3e fois sur le texte. Donc, ça va être là dans l'après-midi, quoi. Mm-hmm. Et vous dites donc c'est la 3e fois, mais ça fait des années que ça fait débat en France. Le texte porte sur quoi là, comme tel? C'est-à-dire que ça serait vers quel type d'autorisation de l'aide médicale à mourir en France? En fait, c'est vrai que il y a notamment les opposants au texte en France. Les débats sont extrêmement animés, pour ne pas dire houleux. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il y a 3 lectures, parce que le Sénat a systématiquement rejeté le texte qui était proposé par l'Assemblée nationale. Et les opposants au texte dénoncent le texte le plus permissif du monde par rapport aux différents modèles qu'il y a à l'étranger et qui, en effet, ne cesse de s'étendre au fil des années. Celui qu'il y a en France, en gros, les critères sont assez flous parce qu'il faut une maladie grave et incurable sans que ce soit réellement défini. Il faut un consentement libre et éclairé sans que le texte précise comment on s'assure que ce consentement existe. Il est précisé dans le texte que la conscience ne soit pas gravement altérée. Donc, on ne sait pas très bien ce que veut dire ce gravement. Si la conscience est un peu altérée, est-ce que oui ou non on peut y accéder? Voilà, c'est des questions qui se posent aujourd'hui. Et par ailleurs, il n'y a pas eu de clause de conscience pour les établissements eux-mêmes. Donc voilà, c'est tous ces débats-là. En gros, les opposants au texte ont compris que le principe risquait d'être acté et ils essayent depuis des mois et des mois de faire adopter des amendements pour restreindre l'accès à l'euthanasie et au suicide assisté, parce que les deux existent dans le texte. Et ils n'y parviennent pas. En réalité, les amendements sont systématiquement rejetés, ce qui a provoqué au fur et à mesure une tension très forte autour du texte, alors qu'initialement le gouvernement promettait des débats apaisés, c'était le thème qui revenait souvent, et qui n'existe plus malheureusement. Qu'est-ce que vous dites du Québec en France dans ce débat-là? Moi, j'ai entendu dire que même les gens qui sont pour se disent qu'il ne faudrait peut-être pas aller aussi loin que le Québec. Est-ce que c'est exact? C'est vrai que le Québec, mais d'ailleurs comme d'autres pays, parce qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui a légalisé ou dépénalisé même l'aide à mourir, selon les termes, l'euthanasie, le suicide assisté, et qui n'ait pas ensuite étendu les critères d'accès, pour une raison simple, c'est qu'une fois que le principe est acté de la liberté individuelle de choisir sa mort, c'est vrai qu'on peine ensuite à expliquer aux gens que vous avez le droit d'y accéder, vous non, au nom de quoi exactement, et pourquoi est-ce que cette liberté est restreinte si le principe en est acté. Donc on constate en effet, et ça s'est invité dans le débat en France, que vous l'avez dit, on se pose la question peut-être plus tard que de nombreux pays, et donc les différents pays étrangers ont servi de contre-modèle, ils ont surtout été évoqués par les opposants à ce texte, et le Québec, c'est vrai, quand on voit les chiffres et les proportions de morts provoquées qu'il y a au Québec depuis la légalisation, c'est vrai que c'est des chiffres qui ne sont pas anodins. Et l'exemple est ce jeune homme que vous aviez qui explique son sentiment de solitude, un sentiment aussi d'abandon. Voilà, c'est clair que c'est des exemples qui nous servent, nous, à dire, mais est-ce que c'est vraiment ce modèle-là de société, en fait, que l'on veut? Est-ce qu'on veut vraiment répondre à la souffrance, à la solitude, à ce sentiment d'abandon dans une situation de vie qui est compliquée? Est-ce qu'on veut vraiment y répondre par la mort? Donc oui, les exemples étrangers, et en particulier le vôtre, se sont invités dans le débat, et en général par le biais des gens opposés à ce texte qui essayent de convaincre leurs collègues que voilà, le basculement, il est, entre guillemets, il est irréversible, et que ensuite la libéralisation de la pratique est quasiment inéluctable. Mm-hmm. Vous savez, dans ce débat-là, par exemple, au Québec, les gens vont dire oui, mais c'est important d'avoir ce libre choix parce qu'on ne sait pas dans quel état on va être à la fin de sa vie, et d'avoir cette possibilité, c'est libérateur. Il y a quelque chose de rassurant. On a ce choix-là. Ne nous enlevez surtout pas ce choix. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant quand même de résistance en France? Parce qu'au Québec, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on a cette aide médicale à mourir. Qu'est-ce qui fait que, c'est ça, il y a beaucoup cette crainte en France? Oui, il y a beaucoup cette crainte, en fait, pour une raison simple, c'est qu'en effet, alors, les promoteurs du texte, les défenseurs du texte, usent du même argument. Vous avez raison, ils disent, bon, après tout, c'est une liberté individuelle de choisir sa mort. Et les opposants répondent, c'est pas exactement ça, parce qu'on n'est pas en train de discuter de légaliser ou non le suicide. Le suicide en France n'est pas pénalisé. On peut se suicider. Alors, simplement, la société décide de répondre en prévenant le suicide. Il y a la prévention du suicide. Et si vous n'assistez pas quelqu'un alors que vous savez qu'il va se suicider, aujourd'hui, dans le code pénal, vous êtes poursuivi pour non-assistance à personne en danger.
Donc là, le débat, il est ailleurs. Il est de dire, il y a des personnes qui veulent en effet se suicider ou en tout cas mourir, et elles demandent à une tierce personne. Et en l'occurrence, la tierce personne, c'est évidemment la société elle-même. Et donc, il y a le débat entre les gens qui disent la société doit répondre à cette volonté individuelle, et d'autres qui disent non, le principe doit demeurer de chercher à tout prix une autre réponse que la mort à des gens qui, par ailleurs, souffrent. Personne ne conteste des situations de vie extrêmement douloureuses, personne ne conteste la gravité et même la douleur immense qu'impose certaines maladies ou certains handicaps. Simplement, voilà, il y a ceux qui continuent à dire on a toujours essayé de trouver d'autres solutions que la mort, et on ne veut pas aujourd'hui accéder à cette demande avec un risque évidemment de voir des personnes se sentir un poids quand elles sont âgées, coûter cher, créer des dissensions dans les familles. C'est vrai que ça pose des questions qui sont assez vertigineuses, et peut-être qu'en France, alors je ne sais pas pourquoi ça provoque plus de débats peut-être que dans d'autres pays, peut-être parce qu'on a la passion du débat depuis toujours et sur à peu près tous les sujets, mais en tout cas sur un sujet qui est aussi grave au sens aussi lourd, aussi important, rien n'est évident. Et pour tout vous dire, et là c'est un regard plus personnel, mais moi je pensais au début de ces débats que ça allait être beaucoup plus évident que ça. En réalité, vous avez tout le corps médical qui s'est pas mal mobilisé, avec notamment tous les médecins spécialisés dans les soins palliatifs, dans la fin de vie, dans la gériatrie, qui se sont mobilisés contre le texte, et en tout cas contre le texte tel qu'il est rédigé aujourd'hui. Vous avez aussi des associations de malades ou de personnes atteintes de handicap qui se sont mobilisées contre cette loi eux-mêmes. Donc il y a eu un contre-récit, on va dire, qui s'est installé assez rapidement avec des personnes directement concernées par cette loi, ce qui, je pense, a convaincu des députés. Parce que quand on regarde les votes, il y en a eu plusieurs, je vous le disais, successivement, et à chaque vote, il y a de moins en moins de députés qui votent favorablement. Ah oui. Donc il y a des gens qui ont été en effet convaincus, on va dire, de ne pas voter ce texte aujourd'hui. Donc le débat existe vraiment. Il n'est pas toujours très calme ni apaisé, mais il existe, et il a porté des fruits, en l'occurrence en France. C'est peut-être la raison pour laquelle ça dure aussi longtemps. Et c'est aussi houleux, on va dire. Et Charlotte Dornelas, donc vous êtes journaliste en France. Vous suivez tous ces débats entourant l'aide médicale à mourir. Il y a un vote qui a lieu aujourd'hui en France sur cette question-là, d'aller, oui ou non, vers cette légalisation. Et dites-nous, il y a un point important. Vous venez de mentionner qu'il y a beaucoup de médecins, du personnel soignant, des associations de personnes handicapées qui se sont mobilisées contre. Dans le texte, on parle d'auto-administration du produit là, létal, c'est-à-dire que c'est pas un soignant qui va administrer l'aide médicale à mourir? En fait, en effet, il y a cette question. Alors, en France, le texte parle d'aide à mourir. En réalité, le principe, si on utilise des mots pour que tout le monde s'y retrouve, le principe serait aujourd'hui le suicide assisté, c'est-à-dire qu'il y a un médecin qui prescrit la dose létale, un pharmacien qui la fabrique, pour faire simple, et la personne se l'auto-administre, sauf si elle n'est pas en mesure physiquement de le faire. Donc il y a une exception d'euthanasie, mais même ça, le texte a beaucoup bougé au fil des lectures entre l'Assemblée, le Sénat et les 3 lectures de chaque. Mais il y a énormément de députés qui ont essayé d'instaurer dans la loi le libre choix du patient. Est-ce que vous voulez vous administrer la substance létale, ou est-ce que vous voulez qu'un médecin ou un infirmier le fasse? Donc même ça a été objet de débat. Le texte tel qu'il est proposé à l'Assemblée aujourd'hui, c'est en effet la règle et le suicide assisté, donc une auto-administration, et l'exception est l'euthanasie. Mais si les médecins si une part importante de médecins, on va dire, parce que pas tous évidemment, mais s'il y a beaucoup de médecins qui se sont mobilisés contre ce texte, et les médecins premièrement concernés, c'est-à-dire en soins palliatifs, en gériatrie, dans les EHPAD, etc., c'est parce qu'en effet, c'est toujours à eux de prescrire la dose létale, et il y en a beaucoup qui ont fait remarquer que le délai d'attente en France pour un rendez-vous antidouleur, donc avec les soins palliatifs, notamment en fin de vie, il y a une attente qui est entre 2 et 9 mois. Et là, aujourd'hui, dans le texte, il est dit que le maximum du délai de réflexion, entre guillemets, pour accéder à l'euthanasie, c'est 15 jours. Et donc, ces médecins-là disent, écoutez, tant qu'il n'y a pas un accès satisfaisant aux soins palliatifs et à l'accompagnement des personnes dans leur douleur, il est impossible de leur proposer la mort, ce serait un abandon. Donc il y a tous ces sujets-là qui se sont également invités, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de soignants ont été très réticents à cette loi, tant que les soins palliatifs ne sont pas assurés pour tous les Français
aujourd'hui, comme pourtant la loi normalement le prévoit. Bon, on va suivre le dossier aujourd'hui. On le répète, le vote, c'est prévu pour la journée d'aujourd'hui. Il faut calculer moins 6 heures pour le suivre du Québec. Merci beaucoup, Charlotte Dornelas, d'avoir pris le temps de vous entretenir avec nous. Bye bye. Merci beaucoup.